now get the fuck out of there. Hi, guys, ladies and gentlemen, dear friend from the internet. We are here to talk about a true American hero, Major Raoul Loveberry. Loveberry is the first American ace in aviation history. And no, on va arrêter, on va arrêter les bêtises, parce que, en fait, c'est une histoire complètement française. Et c'est une histoire complètement française qui commence dans la ville de Chamalières. Alors, la ville de Chamalières, Alexis, viens m'expliquer comment on tourne les images. Voilà, j'y suis. La ville de Chamalières, c'est une ville de la région Auvergne, qui a laissé plusieurs personnages illustres à l'histoire de France, à commencer par un ancien président de la République. Enfin, vous voyez qui c'est? Je le dis pour les plus jeunes, non? Vous voyez pas qui c'est? Non, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, vous n'étiez pas né quand il était président de la République. Il nous a quittés malheureusement il y a un peu plus d'un an du fait de la crise sanitaire. Un de ses fils actuellement est le maire de Chamalières. Alors, la ville de Chamalières, il y a eu aussi une animatrice télé de la télévision dans les années 70 qui s'appelait Daniel Gilbert, qui était surnommée la Grande Duduche. Bon, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas forcément des gens les plus illustres. La ville de Chamalières a surtout laissé à l'histoire de France le jeune Gervais Raoul Victor Loveberry, qui est né là le 14 mars 1885. Donc, c'est dans une famille en fait franco-américaine et bien plus française qu'américaine. Plus exactement, c'est son père, Monsieur Edward Loveberry, qui c'est un chimiste américain de 30 ans qui est établi là. Et il est le directeur d'une usine de caoutchouc qui est pas très loin, l'usine de caoutchouc Torillon. Et il s'est marié avec une Française, Madame Anne Vessière, avec qui il a déjà eu 2 garçons, Julien, qui est né en 1879, et Albert, qui est né en 1881. Donc en 1885, c'est le jeune Gervais Raoul Victor qui prendra Raoul pour prénom d'usage, et vous avouerez que quand même, un type qui s'appelle Raoul, on peut faire plus difficilement franchouillard. Enfin, voilà. Il est, de par la loi, il est de nationalité française, car né sur le sol français, et qui plus est culturellement pas du tout américain, parce qu'un drame va frapper la famille. Sa mère va décéder alors qu'il n'est âgé que d'1 an, lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le père, il va abandonner la famille. Il va laisser les 3 fils à la grand-mère maternelle, qui s'appelle Madame Grenier, et qui est épicière, qui tient une petite épicerie de quartier. Raoul et ses frères ont grandi dans une épicerie de quartier à Chamalières, telle que celle que vous voyez ici, là. Ce n'est pas celle-là exactement. En 1896, la grand-mère Madeleine Grenier, ses affaires ont périclité, elle a perdu son épicerie, donc elle vit dans un autre endroit de Chamalières, et elle vit avec seulement 2 des garçons, Julien qui a 17 ans et le jeune Raoul, sans Albert, parce qu'Albert, l'aîné, il est parti sans doute en apprentissage. Et suite à ça, en 1901, les 3 garçons ont quitté le nid familial, plus aucun n'habite avec la grand-mère. Julien a trouvé un emploi de comptable. Il se marie, il s'installe à Clermont-Ferrand, il va devenir père de 4 enfants. Albert va devenir garçon de café à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, donc les 2 frères aînés se sont mariés. Pour vous dire quel genre d'homme était leur père, alors qu'il habitait en France, alors qu'il s'est installé dans le Loir-et-Cher, à aucun des moments il a pris la peine de se déplacer pour assister au mariage de ses 2 enfants, mais par contre il a envoyé une attestation notariée disant qu'il ne s'opposait pas au mariage. Un charmant monsieur. Donc pour le jeune Raoul, il est complètement abandonné et il va vivre chez son frère aîné, et il va faire des petits boulots très vite. Il quitte l'école communale de Chamalières très tôt, et il fait des petits boulots. Alors on a des témoignages. Il devient coursier dès l'âge de 12 ans chez un notaire, maître corps, où Julien justement travaille comme comptable. On cite qu'il a été vendeur de chaussures rue des Gras, et
et il est même devenu ouvrier à l'usine pneumatique Bergougnan du quartier Beaulieu. Alors, il devient très vite indépendant, aussi indépendant que débrouillard, et il a un tempérament sportif. Il pratique la gymnastique, le poids, les haltères, la lutte gréco-romaine, le tir et la boxe. Parce que Raoul, si vous voulez, est presque un enfant des rues, et dans ce milieu-là, il faut mieux maîtriser la technique du bourre-pif si vous voulez pas être ennuyé. Il y a aussi une chose qu'il fait, c'est que les romans d'aventure, les histoires de Marco Polo et les romans de Pierre Loti, il adore. Et on arrive au printemps 1905, il a 20 ans à peine, et là, il décide de partir découvrir le vaste monde. D'après ce qu'on sait, il s'est embarqué à Marseille pour l'Afrique du Nord, où, excusez, voilà, les aventures de Raoul Loveberry commencent au printemps 1905. Et ça va être un véritable roman d'aventure. Donc, il s'est embarqué au printemps 1905 à Marseille, et on le trouve à l'été 1905 à Alger, où il va devenir docker. Ensuite, il va aller tenter sa chance en Tunisie, où il va devenir ouvrier dans un chantier de chemin de fer. Et il va voyager le long du bassin méditerranéen. Début de l'été 1906, il est sur un voilier qui navigue entre la Grèce, la Turquie et l'Égypte, où il est aide-cuisinier. C'est alors qu'il est en Égypte qu'il est rattrapé par les autorités militaires françaises qui lui disent jeune homme, là, 20 ans passés, il serait temps de faire votre service militaire. Alors Raoul, il n'a aucune envie de faire le troufion dans un quelconque régiment autour de Clermont-Ferrand. Et on a un document daté du 26 juin 1906 qu'il signe au consulat français du Caire, dans lequel il indique renoncer à sa nationalité française et adopter la nationalité américaine pour que les autorités militaires françaises se laissent tranquilles. C'est pas comme ça que ça va marcher, parce qu'on a sa fiche matricule qui est conservée aux archives départementales du Puy-de-Dôme, qui indique qu'il aurait rejoint le 6 octobre 1906 le 105e régiment d'infanterie de Rion. Le conditionnel est de mise parce que l'information est barrée. Et on peut trop dire en fait s'il s'est échappé de la caserne ou s'il s'y est jamais présenté. En tout cas, il est considéré le 4 janvier 1907 comme un déserteur et déclaré insoumis par l'administration militaire. Donc, il le restera soumis jusqu'en 1910, toujours selon l'administration militaire. Ça ne voulait pas dire grand-chose parce qu'entre-temps, il aura pris le large et il va être amnistié à la faveur d'une loi d'amnistie. En attendant, il est loin, notre ami. Qu'est-ce qui se passe? C'est que après cet épisode au Caire, on le retrouve à Constantinople, où il travaille comme serveur dans un restaurant. Il traverse l'Europe de l'Est pour s'installer à Fulda, c'est en plein centre de l'Allemagne, où il travaille dans une brasserie. Et au mois de mai 1907, selon le témoignage de son frère, il part pour Hambourg, en fait, Bremen, où il travaille comme docker d'abord, puis il se trouve une place d'aide-cuisinier à bord d'un paquebot à destination de New York, en espérant aller retrouver son père qui est revenu aux États-Unis. Donc, il traverse comme ça l'Atlantique. Et donc, son père s'est installé, il le sait, s'est installé aux États-Unis avec sa nouvelle femme. Et où il travaillerait d'ailleurs à Wallingford, dans le Connecticut, c'est l'État qui est juste au nord de la ville de New York, en tant que chimiste. Et il aurait eu, il y a 5 demi-frères et sœurs, car Raoul, qui seraient aux États-Unis, ça il le sait dans les correspondances qu'il a pu avoir avec son père. Donc il part en bateau, et il arrive au port de New York, il débarque dans le Connecticut, et là, papa où t'es? Papa, il n'est pas là. Papa, il est retourné en Europe entre-temps, parce que il est passionné de timbres. Il a une passion, collectionneur de timbres fanatique. Il est retourné en Europe trouver des timbres. Donc, tout ce voyage pour rien. Le pauvre Raoul, il trouve son frère Albert, et il trouve ses 5 demi-frères et sœurs, et qui sont livrés à eux-mêmes parce que la deuxième épouse de M. Loveberry est décédée. Donc, vous voyez que charmant monsieur que pouvait être M. Loveberry père. En attendant, qu'est-ce qu'il fait Raoul? Raoul, il apprend l'anglais, qu'il ne parle pas.
Et puis, il repart de nouveau pour l'aventure. Donc, il va sur la côte du Connecticut, une ville qui s'appelle New Haven. Il travaille dans une orfèvrerie. Puis, il va travailler à New York, où il devient groom dans un hôtel. Puis ensuite, il est à la Nouvelle-Orléans, où il devient ouvrier agricole. Puis, il traverse le continent américain pour atteindre la Californie à San Francisco. Et là, un océan est face à lui. Comment faire pour le traverser? Eh bien, il s'engage dans l'armée américaine. Tout simplement, dans l'idée de profiter d'une traversée vers l'Asie, il s'engage comme simple soldat, un contrat de 3 ans dans l'United States Army. Il est noté le 13 décembre 1908 comme stationnant au dépôt des recrues de Fort McDowell, c'est sur Angel Island dans la baie de San Francisco. Un peu plus tard, il est envoyé en garnison au 20e Infantry Regiment à Honolulu, à Hawaï. Il va y rester quelques temps avant de revenir à San Francisco sur la base militaire du Presidio de Monterey. Et bien en 1910, il va être envoyé aux Philippines. Les Philippines étaient une possession américaine à l'époque. Ils les ont pris, une possession qu'ils ont prise, c'était une colonie espagnole qu'ils ont conquis de l'Espagne en 1898, et ça ne s'est pas fait sans mal. Déjà, il a fallu se battre contre l'armée espagnole, mais ensuite se battre contre les Philippins qui n'avaient pas envie d'être colonisés du tout. Donc, il y a toujours des affrontements. Il est là-bas, et c'est sans doute là qu'il apprend à tirer au fusil, parce que j'imagine que les soldats américains qui étaient là n'étaient pas là simplement pour faire du tourisme. On a très peu de détails exactement sur ce qui s'y est réellement passé. En tout cas, son temps d'engagement se termine en juillet 1911. Donc, que fait Raoul? Il se trouve sans doute un boulot pour payer une traversée et pour continuer à visiter la découverte du monde. Il serait allé au Japon, puis de là à Hong Kong, puis ensuite il serait allé à Ceylan, et ensuite il aurait débarqué en Inde, dans la ville de Bombay, où il s'est, on va dire, fixé quelque temps. Il aurait trouvé un emploi de contrôleur à la compagnie des chemins de fer de la Great Indian Peninsular Railway. Donc, il a un métier à peu près stable et bien payé. Malheureusement, c'est Raoul. Et Raoul, un jour, dans le train, en première classe, il y avait un Indien avec un turban, puis vous savez, des bijoux partout là-dessus, et Raoul lui demande son billet. Et le type, je ne sais pas trop ce qu'il lui dit, là, blablabla, ça ne marche pas. Donc Raoul, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son boulot et il expulse la personne en question, le gratifiant, sans doute au passage, de ce qu'il faut appeler un bourre-pif. Ça manquait, ça. Je sentais. La direction de la Great Indian Peninsular Railway lui dit « Jeune homme, quand vous voyez un type avec des bijoux partout et un turban, c'est que c'est un Maharaja de la noblesse locale. » Donc Raoul, il est viré. Alors, pas grave. Raoul, qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans un bateau et il poursuit son errance. Et il arrive en Indochine française au mois d'avril 1913 dans la ville de Saïgon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a un des premiers meetings aériens, meeting c'est un grand mot, c'est-à-dire il y a un avion qui est mené par un pilote, un aventurier français, Marc Pourpre, qui est venu en Indochine avec son Blériot, qui est baptisé La Curieuse, et il fait une exhibition devant la foule de tous les colons et tous les indigènes indochinois, vous imaginez, c'est un événement extraordinaire. C'est la première fois, peut-être, que la plupart d'entre eux voient voler un avion. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Raoul, il comprend, ça l'intéresse beaucoup, et il fend la foule après le meeting pour aller voir Marc Pourpre. Le voici, Marc Pourpre. Alors, Marc Pourpre était un de ces pilotes sportifs quoi, de la belle époque. C'est le fils d'une aventurière, pour le terme correct, d'une cocotte, pour le terme un peu moins correct, de la Troisième République qui s'appelait Eliane de Pougy. Et elle est née des amours de... Faut mieux pas savoir. Voilà. Il est né sans doute un accident de parcours. Quoi qu'il en soit, elle a toujours chéri son fils, lui donnait beaucoup d'argent et il a pu, il s'est acheté un Blériot et il parcourt le vaste monde. Donc, Olivier. Voilà Marc Pourpre que vous voyez en tenue blanche là, devant son Blériot. Le Blériot est baptisé La Curieuse. On le voit sur la dérive de l'appareil. Et Marc Pourpre, on sait qu'il
Il a raconté la rencontre. Il avait un de ses mécaniciens géovermines qui s'était tué dans un accident et un jour, il voit un jeune homme sortir du cercle de spectateurs. Il disait que c'était et qui me demande quelques instants d'entretien. Il était de ma taille, il était bien découpé, il avait des yeux francs et loyaux, il avait un perpétuel sourire gouailleur fin, l'air honnête. Tel était l'aspect que me produisit le nouveau venu. Il me dit, vous cherchez un mécanicien? Certes. Est-ce que vous voulez de moi? Vous êtes mécanicien? Non. Vous ne connaissez pas le monteur d'avion? Non. Alors pourquoi vous présentez? Vous fichez de moi, j'ai autre chose à faire qu'à amuser les gens. Adieu. Alors, Raoul lui dit, permettez-moi d'insister, vous, le jour où vous avez travaillé sur un moteur pour la première fois, vous étiez-vous compétent? Non. Et pourtant, n'êtes-vous pas devenu très habile? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de moi? J'ai la prétention d'être dégourdi et travailleur. Ce que vous m'aurez montré une fois, je le serai pour toujours. Je suis certain que vous ne regretterez pas de m'avoir accepté. Pourpre dit, le raisonnement était plein de logique. La rencontre était originale. J'acceptais, et il parle à son correspondant, je t'affirme que je n'ai jamais vu un être plus dévoué et plus intelligent. Il est déjà au courant du moteur, même mieux que bien des mécaniciens réputés de Paris. D'autre part, ce garçon a roulé sa bosse dans tous les pays du monde et ce n'est pas un homme, c'est une encyclopédie. Il te dira le temps qu'il fait en telle saison aux Indes, au Japon, en Égypte, en Amérique comme en France. Il observe tout ce qu'il voit et une fois qu'il a observé, c'est gravé dans son cerveau. Il m'a affirmé qu'il n'était jamais resté plus de 8 jours sans travailler au cours de ses pérégrinations. Il a été infirmier au Caire, débardeur à Calcutta, chef de gare aux Indes, soldat en Amérique, que sais-je. Donc, je suis heureux qu'il soit maintenant mon mécanicien. Et bon, d'ailleurs, pour la petite histoire, Raoul Loveberry a dit qu'il s'appelait Raoul Loveberg. Il pensait faussement que ça faisait plus français. Loveberry le faisait peut-être plus. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, il est engagé par Marc Pourpre, il devient son mécanicien. Donc, Marc Pourpre se déplace à travers l'Indochine, fait quelques meetings, et ben, à chaque fois, entre chaque vol, il faut réviser le moteur et régler de nouveau l'avion. C'est Raoul qui s'en charge. Les aventures de Marc Pourpre en Indochine se terminent au mois de septembre 1913. Ils reviennent en France en bateau. Donc, que fait Raoul en France? J'imagine qu'il va retrouver son frère, enfin son frère aîné, et bah, il reste à disposition de son employeur. Marc Pourpre a un autre projet après ça. Voilà Raoul Loveberry, alias Raoul Loveberg, comme mécanicien du Blériot en Indochine. On peut remarquer les chapeaux asiatiques derrière et de nombreux parapluies, c'est la mousson. Eh bien, Marc Pourpre a un autre projet, c'est qu'il s'est arrangé avec le constructeur Morane-Saulnier, et avec un avion Morane-Saulnier, il compte faire une liaison postale audacieuse entre Le Caire et Khartoum. Donc, les deux compères vont partir avec un Morane, et, qui va être baptisé le Taylor, et ils vont réussir leur entreprise entre le 4 janvier 1914 et le 12 janvier 1914. Pourpre va voler par étapes du Caire à Luxor, puis ensuite jusqu'à Assouan, Wadi Alpha, Abu Hames, Dela et enfin Khartoum. À chaque étape, Loveberry suit son patron en bateau ou en chemin de fer. Il ravitaille l'avion, puis révise l'appareil pour le prochain vol. Donc, c'est un vol par étape qui a fait plus de 4500 km, qui a été réussi malgré les conditions climatiques. Et il a un grand retentissement dans la presse internationale. Vous voyez la couverture de la revue sportive La Vie au Grand Air avec Marc Pourpre à la une. On peut voir le Morane et on peut voir le Sphinx d'Égypte. Donc, eh bien, il est assez célèbre et revient en France, sans doute pour préparer un autre raid quelque part, mais le projet va être contrarié, comme pour des millions de Français, par la guerre qui arrive pendant l'été 1914. Marc Pourpre est un réserviste et il est aussi titulaire du brevet de pilote militaire. Donc, il est mobilisé et affecté dans l'aviation au centre d'aviation de Saint-Cyr, d'où on forme, à côté de Versailles, où on forme des nouvelles escadrilles. Il a sans doute croisé Jean Navarre, dont j'ai déjà parlé lors d'une précédente conférence. Et Pourpre, mobilisé, il écrit une lettre de recommandation aux autorités militaires en disant que mon mécanicien Loveberry, sujet américain, qui désire être affecté dans un centre aéronautique. Loveberry est mon mécanicien depuis 3 ans, bon, pieux mensonge, mais c'est pas grave, et a fait avec moi tous mes raids en Extrême-Orient et derrière moi celui du Caire à Khartoum et retour au Caire.
Il veut et peut être d'une grande utilité à notre pays en ce moment et nous sera sincèrement dévoué. La lettre elle a un effet certain puisque Raoul Loveberry s'engage, lui, le 25 août 1914 au premier régiment de la Légion étrangère. Maintenant, il a opté pour la citoyenneté américaine. Et immédiatement, il est détaché au premier groupe d'aviation, apparemment en tant que mécanicien. Même si on n'a pas de documents d'archives qui le prouvent, on peut supposer qu'il a été affecté comme mécanicien personnel de marque pourpre qui sert à l'escadrille MS-23, équipée de Morane-Saulnier. La guerre de marque pourpre, malheureusement, elle va être très courte parce qu'il se tue accidentellement le 2 décembre 1914 au retour d'une mission sur la Somme. Raoul n'a qu'un but maintenant, devenir lui-même pilote, et elle va demander à être versée dans une école de pilotage, ce qui va lui être accordé. Il va obtenir son brevet de pilote militaire sur Farman à l'école de Chartres le 29 juillet 1915, ainsi que le grade de caporal. Et après avoir complété sa formation à l'école d'Ambérieux, le 5 octobre 1915, il part à l'escadrille VB-106 qui stationne alors à Matouges sur Bombardier Voisin, où il arrive 3 jours plus tard. Voici un voisin, LAS. Escadrille VB-106, c'est l'ancienne escadrille du grand as Charles Ningesser. Charles Ningesser avait remporté sa première victoire aérienne sur Bombardier Voisin, comme ça, alors que l'escadrille VB-106 était alors à Malzéville, c'est-à-dire à côté de Nancy. Et elle a été bougée ailleurs à Matouches, puis elle va revenir à Malzéville. Quand Raoul Loveberry arrive, Ningesser est parti, mais reste son aura, on va dire. Ningesser, on parle déjà de lui dans la place, c'est déjà la célébrité de l'escadrille. Et on peut se dire que déjà Raoul, il comprend que la chasse qui est en train de naître, ça commence à devenir sans doute quelque chose d'intéressant. Donc, Raoul, il va réaliser plusieurs missions de bombardement sur cet appareil. Il va en réaliser 8 au total, en allant attaquer des objectifs en Lorraine française, en Lorraine, allemande, qui était annexée à l'époque. Donc, comme je vous ai dit, la VB-106 va revenir à Malzéville. C'est là où, le 1er octobre 1915, M. Poincaré, le président de la République, vient remettre des décorations. Loveberry côtoie Ningesser. Ningesser n'est plus dans cette escadrille, mais il est à l'escadrille de chasse N65 qui a été créée et qui est justement sur le même terrain. Et il y a une certaine affinité qui va se développer entre les deux hommes. Tous les deux, ce sont des aventuriers. Tous les deux, ils ont parcouru le vaste monde. Et tous les deux, on peut dire, ils ont eu un problème de rupture avec le banc familial. Très tôt, ils ont dû quitter leur famille. Donc, il y a une certaine sympathie qui va se retrouver d'ailleurs dans les écrits, les quelques écrits qu'on a de Raoul Loveberry. Il a toujours montré une très grande admiration sur Charles Ningesser. Alors, il va réaliser au total 8 missions de bombardement, jamais tout seul. Les escadrilles voisins sortent groupées et c'est une espèce de petite masse aérienne qui va frapper des objectifs dans les lignes ennemies. Le bombardier voisin, cependant, commence à être un peu daté. Vous imaginez, avec la grande hélice à l'arrière, ce n'est pas facile de se défendre quand un chasseur allemand vous attaque derrière. Quand vous tirez derrière, vous tirez dans votre hélice. Donc, l'avion est vulnérable et on l'affecte à l'arrière. L'escadrille VB-106 reçoit l'ordre au mois de mars 1916 de partir pour le Plessis-Belleville pour être transformé sur un autre appareil. Lui, Raoul Loveberry, le 3 mars 1916, il va être promu au grade de sergent. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Il va faire 1 ou 2 convoyages. Puis, en fait, il va se porter volontaire pour l'aviation de chasse et il va être accepté dans l'aviation de chasse. Il part au groupement des divisions d'entraînement pour se former au maniement du chasseur Nieuport. Et il en sort le 24 mai 1916 pour gagner une unité de chasse toute nouvelle qui vient de se créer. C'est l'escadrille américaine, l'escadrille des volontaires américains. Elle a été créée à l'initiative de 2 Américains, le docteur Edmund Louis Grove, qui est le directeur de l'American Field Service, c'est-à-dire le corps d'ambulanciers américains. L'Amérique était neutre à ce moment-là. Il y avait déjà des Américains francophiles qui voulaient aider la France et qui ont créé un corps d'ambulanciers. Donc, le directeur de ce corps d'ambulanciers, le docteur Edmund Grove, s'est associé avec un jeune sportsman qui était pilote, qui s'appelait Norman Prince.
Et eux, ils ont convaincu les autorités françaises de l'intérêt médiatique qu'il y aurait de créer une escadrille américaine. Les journaux en parleraient et ça risquerait de faire basculer l'opinion publique américaine dans l'entrée en guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Donc, l'escadrille N-124, elle voit ainsi le jour officiellement le 21 mars 1916, mais bien plus concrètement dans les faits le 20 avril 1916, à Luxeuil-les-Bains, c'est-à-dire face au front des Vosges, où elle est déclarée opérationnelle sur chasseur Nieuport 11. Donc, Raoul, il y est affecté et pour tout vous dire, ça ne se passe pas super bien. C'est pas qu'il s'entende mal avec son chef d'escadrille, le chef d'escadrille français, c'est le commandant Thénault. Mais les Américains qui sont là, ce sont tous des Américains qui sont issus des bonnes familles de la côte Est, qui ont fait des prestigieuses universités de la Ivy League. Bref, c'est des Américains de ce qu'on pourrait dire de la upper class. Et quand ils voient arriver Raoul avec son physique de boxeur qui parle avec un froggy accent, il essuie quelques sarcasmes. Bon, on peut imaginer que les quelques sarcasmes qu'il a dû essuyer, il les a très vite gérés au gourpif. C'est la spécialité de Raoul, mais vous finirez par me croire. Hein. Bon, l'escadrille américaine, les débuts ne sont pas fameux. Et d'ailleurs, l'état-major français, il a si peu confiance en cette escadrille de débutants qu'il l'affecte sur le front des Vosges, où il ne se passe pas grand-chose. Cependant, c'est la bataille de Verdun. Et la bataille de Verdun, très vite, on est obligé d'y envoyer toute la chasse française. Et ce qui va être fait pour l'escadrille américaine, N-124. Les débuts ne sont pas fameux. Ils se font descendre pour très peu de résultats. Raoul se voit affecté à un chasseur Nieuport 11 que vous voyez ici. Donc, tous les pilotes américains, il n'y a pas d'insigne d'escadrille à ce moment-là. Et les pilotes américains ont un insigne particulier qu'ils mettent sur leur appareil. Raoul a mis son monogramme, la Raoul Loveberry, que vous voyez ici. Et voici son Nieuport 11. Ensuite, comme ça ne fonctionne pas, que fait l'état-major? L'état-major, ils disent, bon, attendez, on va vous envoyer quelqu'un pour vous apprendre à vous battre. Et devinez qui c'est? Hein, c'est qui? Et voilà. Et voilà, il y en a qui suivent. On envoie Charles. Charles arrive avec sa canne en claudiquant et avec son sourire argenté parce que toutes ses dents ont été cassées, donc il a une nouvelle mâchoire. Et il va apprendre aux pilotes américains comment se battre, le b.a.-ba du combat aérien. Mais ça va marcher. Ça va marcher parce que Raoul, qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après le passage de Charles, il va remporter pas une, pas deux, pas trois, mais 4 victoires aériennes qui vont lui être homologuées. Il va devenir le meilleur pilote de l'escadrille. Il faut vous dire que par rapport aux autres pilotes américains de l'escadrille, il a quand même une longueur d'avance. C'est un mécanicien déjà appelons-le mécanicien professionnel avant la guerre. Il a une expérience opérationnelle quand il était sur pilote de bombardier, bien sûr, et il n'est pas décrit comme un acrobate, comme un pilote virtuose, mais un mécanicien très méticuleux qui met absolument toutes les chances de son côté. Avant chaque vol, il vérifie le moteur avec les mécaniciens, il vérifie les cartouches de sa mitrailleuse. Bref, son avion est vraiment 100% opérationnel, contrairement à des pilotes qui se mettent ils disent aux mécaniciens, c'est bon, j'y vais, et voilà, quoi. C'est un chauffeur de taxi. C'est pas ça. Raoul Loveberry est avant tout un mécanicien passionné, et beaucoup des pilotes, des grands as qui étaient mécaniciens passionnés, ont obtenu des résultats grâce à ça. C'est la méthode Raoul. Alors, l'escadrille américaine est donc, il a remporté, je vous ai dit, 4 victoires aériennes entre le 30 juillet et le 8 août 1916, ce qui fait qu'il va être promu au grade d'adjudant. On va lui donner la médaille militaire. Et évidemment, là, le respect des collègues, hein, là, aucun problème. Et voilà. Alors, on va lui donner un autre appareil, un Nieuport 21, qui n'est pas tellement plus puissant. Et on remarque aussi l'insigne personnel, L, Y, point d'interrogation, Loveberry. Et il y a une anecdote assez sympathique. Parce que le R, c'est l'œuf, la lettre, la première et la dernière lettre. Ouais, point d'interrogation.
Devinez, devinez. Ça, on ne sait pas, mais sans doute pour dire aux pilotes américains, enfin aux pilotes allemands qui rencontrent, qui suis-je? Enfin, je commence par un L, finis par un Y. Et toi, tu l'as dans l'os. Alors, je vous disais, Raoul, ouais, quoi, Raoul. Et Raoul, on trouve dans les archives, dans le journal de marche de l'escadrille N124, un télégramme qui est destiné au capitaine Thénault. Et il dit je suis retenu dans un local disciplinaire en place de Chartres, signé Lufberry. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un contrôleur qui lui a demandé son billet. Et il lui a parlé un peu mal. Donc, vous connaissez Raoul, ça s'est terminé au pugilat. Et Raoul, il a terminé au poste de police. Et il écrit à son chef d'escadrille, il envoie un télégramme, venez me sortir de là. Donc, Thénault, il appelle et il dit non, mais ça va. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le document d'archives. C'est Raoul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, Raoul, l'escadrille américaine, la N124, on la retire de Verdun et on la renvoie à l'endroit initial où elle était au moment de sa création, sur le terrain de Luxeuil, face aux Vosges. Et là, on lui donne un nouveau type d'appareil, le Newport 17, avec il y a un moteur un peu plus puissant. Là, vous voyez Raoul qui est devant un appareil. Ce n'est pas le sien, il y a un T, c'est celui de son collègue Town. Il s'appelle Town. Donc, l'escadrille le N124, elle va être mise à la disposition du groupe de bombardement numéro 4. Alors là, je vais faire un petit aparté. Le groupe de bombardement numéro 4, c'est un groupe de bombardement qui est dirigé par un officier absolument hors norme, c'est le commandant Maurice App, surnommé Méphisto. Vous pouvez voir, déjà, c'est un géant. Ensuite, c'était quelqu'un d'extrêmement têtu et lui, il est là pour faire la guerre à l'Allemagne. Donc, il a ses escadrilles de bombardement, il les fait bombarder les objectifs allemands, à tel point que les Allemands ont mis sa tête à prix. Et c'est quelqu'un d'une sauvagerie, d'une dureté extraordinaire, tant pour lui que pour ses hommes. On raconte pas du tout, d'ailleurs c'est exactement dans le journal de marche de l'escadrille, il a ordonné l'attaque d'un train, il y avait des passagers civils, il a ordonné à ses hommes de mitrailler le train, alors que des passagers agitaient des mouchoirs, donc il a fait un des avions de bombardement a bombardé devant la voie ferrée, la locomotive s'arrête, et là, pam, il mitraille jusqu'à plus de munitions le train. Les pilotes qui ont fait le raid sont tellement écœurés que un des pilotes dit « je ne veux pas y aller ». Il ne voulait pas aller à la seconde mission. Donc, App l'engueule, le dégrade séance tenante, et il faut partir en mission de bombardement. Donc, App mène ses hommes, le pilote qui ne veut pas y aller est mis en prison, et la mission se passe mal. App est pratiquement le seul survivant des quelques appareils qui sont partis. Donc, App revient. Il a quand même effectué la mission. Les autres ont été descendus par la chasse allemande. On le voit s'isoler au bout du terrain. Aucun des mécaniciens ose l'approcher. On a l'impression qu'il pleure. Puis il revient et il engueule absolument tout le monde. C'est là qu'il dégrade le pilote qui n'a pas voulu y aller, etc., etc. Il rassemble tous ses hommes et il dit « bon, on a… » Alors, il y a eu, dans le jour qui a suivi, encore un accident à l'escadrille. C'est qu'en manipulant une bombe, en le mettant dans le hangar sur l'appareil, la bombe est tombée. Il y a eu plusieurs morts. Donc, hop, beaucoup de gens seraient complètement démoralisés, c'est mal connaître App, il rassemble tous ces hommes, il dit on a assez pleuré comme ça, donc à partir de maintenant, le symbole de l'escadrille sera la croix de guerre que nous allons arborer sur tous nos appareils, et ils ont continué l'émission, quelles que soient les pertes, c'était ça, App. Ça, c'était en 1915. En 1916, App n'est plus chef d'une escadrille, il est carrément chef de plusieurs escadrilles, du groupement de bombardement numéro 4. Il a deux escadrilles, il y a trois escadrilles exactement, deux qui sont sur des avions Farman, que vous voyez là, et une autre sur un espèce de gros truc, c'est le bombardier Breguet-Michelin. Alors, le Breguet-Michelin, c'est… vous avez à côté… je ne sais pas si on voit là, l'image est un peu coupée, mais ils le verront complètement sur Internet. Bon. Donc, vous l'avez par rapport à un chasseur Newport, c'est un très gros appareil pour l'époque, avec un très gros moteur, mais aussi très lourd, très lent, très peu maniable.
Donc, hop, avec ces appareils-là, et comme il y a des escadrilles anglaises qui sont dotées de biplans biplace Sopwith, il a l'idée de monter un raid de masse, loin derrière les lignes allemandes, sur l'usine d'Oberndorf qui est située en Forêt-Noire. Donc, au total, il va rassembler à peu près 80 appareils, ces 2 escadrilles de Farman, son escadrille de breguet Michelin, des breguets Michelin d'escorte, des Sopwith du Royal Navy Air Service qui stationnent sur le même terrain que lui, et tous ces gens-là vont être escortés par des Nieuport de l'escadrille N124 et d'autres escadrilles. Au total, c'est 80 appareils qui partent. Alors là, vous voyez Raoul aux commandes de son Nieuport, et vous voyez derrière, en fait, au second plan, on devine un breguet Michelin. Le raid, c'est ça, Luxeuil, bombarder Oberndorf, avec un raid de diversion sur Mülheim pour attirer la chasse allemande. Donc le raid de diversion, il marche bien, la chasse allemande, elle décolle, manque de bol, elle reste en l'air et elle intercepte le reste du raid. Le reste du raid, comme il y a plusieurs avions qui ont des performances différentes, la formation elle s'étiole dans la nature et ça va être un véritable massacre, surtout les breguets Michelin les plus lourds. Il y en a quand même qui ont passé, qui ont bombardé Luxeuil, mais il y a eu plusieurs avions descendus, et même pour l'escadrille. Alors, l'escadrille N124 sur Nieuport, ils ont décollé, ils ont escorté les bombardiers à l'aller, ils ont dû faire demi-tour parce qu'ils n'avaient pas évidemment de rayon d'action, ils ont fait le plein et ils ont escorté les bombardiers au retour. Il y a eu plusieurs combats aériens, et Raoul, du coup, il descend en avion allemand qui va lui être homologué, et Raoul, il va devenir le héros du jour. Pourquoi? Parce que le raid d'Oberndorf est un désastre, et là, on a un pilote américain qui plus est, qui a eu 4 victoires, qui vient d'en avoir une 5e. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un journal, du JO. C'est un as de l'aviation. Donc, effectivement, il est cité au communiqué aux armées. Il est cité au communiqué aux armées et on parle avec d'autant plus d'intérêt de ce pilote américain victorieux que les pertes ont été très lourdes sur le raid d'Oberndorf. Ça va, je vous rassure pour App, hein, ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire des raids. Il les fera de nuit, mais bon. Donc, comme vous voyez, vous avez des extraits de la presse et il a même droit à sa photo dans le journal. L'adjudant Lufbery abat son 5e avion, le nouvel as, etc. etc. Évidemment, c'est pour l'escadrille américaine un succès de propagande. Il y a un Américain qui se bat aux côtés des Français et c'est un as. Le lobby américain francophile en profite. On parle de lui dans les journaux. Et là, dans le Connecticut, il y a M. Lufbery père. Tiens, un type qui s'appelle Lufbery qui est as de l'aviation. C'est ton fils, abruti. Oh yes! Oh yeah! Et il va y avoir une nouvelle conférence. Il va recevoir une lettre de son père. Il en sera sans doute très heureux. Bon, papa outé. Et il y a quand même un problème, c'est que l'ambassadeur allemand en Amérique, il n'est pas content du tout et il dit je croyais que vous étiez un pays neutre. Bref, il y a aussi il y a énormément d'immigrés allemands aux États-Unis et eux, ils ne le voient pas comme ça. Donc, il y a des échanges diplomatiques et ce qu'on appelle l'escadrille américaine, là, c'est tout à fait un scandale. Alors, l'état-major français trouve une autre solution. Elle va être baptisée désormais l'escadrille Lafayette. Et l'escadrille, alors voilà Raoul, décoré. L'escadrille, maintenant Lafayette, va quitter le groupe de bombardement numéro 4 et va être envoyée dans la Somme à Cachy, où elle va être regroupée avec plusieurs autres escadrilles dans ce qu'on appellera le groupe de chasse 13. 4 escadrilles regroupées sous les ordres d'un commandant. Ce sera le commandant Fécamp, et parmi les autres escadrilles, il y a la N65, où officie un certain Charles Magesser. L'occasion de se retrouver, les deux copains. Alors, voilà Raoul. Et l'escadrille Lafayette, c'est à ce moment-là, là on le voit aux commandes de son Nieuport 17, qu'elle adopte un insigne, une tête d'Indien, que vous voyez là. Et ça, c'est la première version il y en a une autre que je vais pas tarder à vous faire voir. Donc, Raoul, après tout ça, il est... Alors, comme je vous ai dit, le raid d'Oberndorf, il y a eu un pilote américain qui a été tué. C'était le fondateur de l'escadrille, justement, Norman Prince, qui, en rentrant se posait, il n'a pas vu des panneaux télégraphiques, il a percuté et il s'est tué. Donc, Raoul, lui, a été cité au communiqué aux armées du 15 octobre 1916.
Et il va être décoré, il aura quelques mois plus tard la Légion d'honneur. Pardon. Et le voilà posé fièrement avec ses nouvelles décorations, ce qui nous permet de nous pencher un peu sur le bonhomme. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites de lui par ses camarades américains. Tous ceux qui ont survécu à la guerre ont largement laissé leur mémoire et qui ont été très médiatisés parce que l'escadrille Lafayette a été un grand on va dire, succès de propagande aux États-Unis. Donc, le lieutenant Henry Jones, rien à voir avec Indiana, il disait que Lufberry parlait avec un fort accent français, c'était une personne rude et dure, mais il ferait n'importe quoi sur vous. Il était très apprécié quand il allait à Paris, il faisait un scandale. Il conduisait un roadster hispano-suiza qui lui était prêté par la compagnie à chaque fois qu'il venait à Paris. Les As, le motoriste hispano-suiza qui fait aussi des voitures, il leur prête une voiture à disposition. Ça fait une excellente pub. Donc, il dit, il conduisait un roadster hispano-suiza qui lui était prêté par la compagnie chaque fois qu'il venait à Paris, avec des filles accrochées partout. La voiture attendait toujours Lufberry à l'hôtel où il venait en permission par courtoisie du constructeur. Donc, son caractère taciturne est attesté par d'autres de ses camarades, dont un certain Edward Footlink. C'était un homme étrange, un homme très calme, pas facile à connaître, il ne parlait jamais beaucoup. Je me souviens d'avoir fait de longues promenades dans les bois avec lui pour ramasser des champignons pour les cuisiniers. Il pouvait ne pas dire un mot en 2 heures. Et on a Edwin Parsons, qui lui a terminé comme as de guerre à l'escadrille SPA 3 des Cigognes, 8 victoires homologuées. Il disait, pour moi, Luff est un des plus grands mystères de la guerre. Aucun homme vivant ne peut dire honnêtement qu'il l'a connu. J'ai mangé, dormi, bu et combattu à ses côtés pendant des mois. J'ai discuté de tactiques de combat, joué au bridge et fait des excès avec lui. Il m'a sauvé la peau une fois alors que j'étais jeune pilote très expérimenté. J'étais en contact quotidien avec un personnage de chair et de sang. Mais le connaître, aucune chance. Comparé à lui, le sphinx était un enfant. Il gardait son vrai moi enfermé comme une palourde dans une coquille. C'était un homme apparemment dépourvu de peur ou en fait d'émotion de quelque nature que ce soit. Mais quel homme dans les airs! Il avait compris plus de choses sur le vol, de combat, que la plupart des hommes en ont jamais su. Alors, comme je vous disais, c'est là qu'il a des nouveaux contacts se font avec son père. Et Raoul, en 1917, donc alors que son escadrille est stationnée dans la Somme et va être bougée dans d'autres secteurs du front, il va remporter encore de nouvelles victoires. Je vous ai dit, il est décoré de la Légion d'honneur le 30 janvier 1917, alors qu'à ce moment-là, il a 6 victoires aériennes, il en a remporté une autre. Il doit garder la chambre au mois de février 1917. Il n'aime pas trop l'hiver, il est perclus de rhumatisme, mais il vole de nouveau. Et à ce moment-là, l'escadrille, il y a quelque chose qui se passe dans l'escadrille. C'est à la fin de l'année 1916, le lieutenant Town, que vous voyez là, un des pilotes de l'escadrille, il est dans un bar de Paris avec quelques pilotes américains, il lit le journal, et il voit une petite annonce qui a un dentiste qui vend un lionceau qu'il a ramené d'Afrique. Alors, les pilotes, ils sont là, c'est une bonne idée, on l'achète. Et il est allé voir ce dentiste pour 500 francs, il a acheté le petit lionceau et il l'a ramené à l'escadrille. Alors, ça ne s'est pas fait sans mal parce que quand il a pris le train, j'imagine, à la gare du Nord, oh, mais il est mignon, votre petit animal. Tout le monde s'approche pour le caresser. Et comme il y a trop de mains qui le touchent, le petit lionceau fait un gros. Et là, c'est la cohue, tout le monde veut quitter le wagon. Donc, le contrôleur arrive. Au lieutenant, vous êtes bien gentil, mais là, il ne voyage pas tout seul. Hein. Il doit voyager en cage, cette bête féroce. Donc, il se fait confectionner une cage. Il la ramène à l'escadrille. Et là, l'escadrille. C'est petit, c'est mignon quand même. Les pilotes américains adoptent tout de suite la mascotte. Et Tarn, à un moment, lui met du lait. Et est-ce un autre pilote américain? Ils ont des bouteilles de Jack Daniels à l'escadrille. Il y en a un qui met du whisky dans l'écuelle. L'animal, il sent ça, puis il tourne autour et le délaisse. Bon, et puis finalement, il revient, il happe tout et en fait, il met sa patte dessus en disant qu'il en veut encore. Donc, il a carburé au whisky, ce petit lionceau, et les pilotes l'ont appelé whisky. Alors, alors, le petit lionceau, c'est tout mignon, un lionceau. Je ne sais pas s'il y a plusieurs d'entre vous ont eu un chiot, ça grandit très vite. Regardez là la photo.
Voilà, Raoul, lui, il a tout de suite adopté. Quelques mois plus tard, voilà Whisky. Et il grandit encore. Hein. Vous avez Raoul qui est juste à côté. Et voilà. Eh ben, Whisky, il a. Ce qu'il aime bien, c'est les képis. C'est-à-dire, quand il voit un officier avec un képi tout clinquant, il arrive et. Non, mais il n'est pas méchant, il veut faire joujou. Hein. Donc, le seul qui véritablement que Whisky apprécie, c'est Raoul Loveberry. Loveberry joue avec les lionceaux, avec le lionceau, et il y en aura un deuxième parce que non contents d'avoir acheté Whisky, ils ont vu une autre annonce dans laquelle il y avait une petite lionne qu'ils ont acheté aussi pour donner un compagnon à Whisky. La lionne, ils l'ont appelée Soda. Donc pareil, un petit bébé lion. Alors vous voyez donc Loveberry. Et ben voilà, hein, il va faire joujou. Là, vous voyez Tarn, celui qui a acheté, et puis le Whisky. Bon, je sais pas moi, mais. Alors, Raoul, pendant ce temps-là, l'escadrille N124 Lafayette va devenir la SPA 124 parce qu'elle va être équipée de chasseurs SPAD, que vous voyez ici. On arrive au mois d'avril 1917. Excusez-moi, je suis perdu. Voilà, le 23 avril 1917, c'est le jour où officiellement les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Alors évidemment, c'est la fête en France parce qu'on se doute bien que l'Amérique entrant en guerre, les vents de la guerre soufflent de notre côté désormais. Il y a quand même un problème, c'est que l'armée américaine n'existe pas. Il y a une armée américaine, mais elle est là pour combattre les Indiens qui leur lancent des flèches. Se battre contre des Allemands avec des mitrailleuses, ce n'est pas la même chose. Donc il y aura un temps de formation d'une armée américaine qui sera long et qui, historiquement, va durer 1 an. En attendant, je ne peux pas faire de zoom. Vous le voyez ici, Paris fête avec enthousiasme les États-Unis aux côtés de l'Entente, c'est-à-dire les Alliés. Et ici, vous avez les pilotes de l'escadrille Lafayette qui sont invités en grande pompe à Paris. Les voici reçus à l'Aéroclub de France. Là, vous avez le capitaine Thénault. Et là, vous avez Raoul, reconnaissable à sa mâchoire carrée. Raoul Loveberry et d'autres pilotes même vont devenir les gardes d'honneur lors de la cérémonie devant la statue de Lafayette qui est organisée dans les jardins du Louvre. Donc Raoul va être décoré de la Military Medal, promu au grade de sous-lieutenant, et à la fin de l'année 1917, il y a 2 événements qui vont. Raoul Loveberry continue d'engranger les victoires et il arrive à la fin de l'année 1917 à 16 victoires homologuées, plus nombre d'autres non homologuées. 2 événements vont avoir lieu à l'escadrille. La première, c'est le commandant Fécamp qui commande tout le GC-13, c'est-à-dire le regroupement des escadrilles dont fait partie la SPA 124. On suppose que ça s'est à peu près passé comme ça. Un jour que le commandant Fécamp rentrait à son poste de commandement avec ses 4 galons dorés au-dessus de son képi, il y a Whisky, oh, tu es ta képi, il arrive et sur le commandant. Oh non, commandant, il veut faire joujou. Donc le commandant, il dit, ça, vous me le mettez dans un zoo, j'en ai marre. Donc les 2 lionceaux ont été donnés aux zoos de Vincennes, les pauvres. La pauvre petite Soda est morte l'année qui a suivi de rhumatisme. Quant à Whisky, un pilote américain raconte qu'en 1919, je l'ai vu là dans sa cage, il est venu me lécher la main comme un chien à son maître, la dernière fois que je l'ai vu. C'est bien triste. Il y a aussi autre chose qui est aussi plus triste que pour les pilotes américains, qui sont contents, on parle d'eux, enfin bref, ils sont bien intégrés dans l'aviation française, qui est l'aviation de loin la plus efficace de toutes les nations alliées. Et avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'armée américaine elle se forme donc et elle cherche à récupérer tous les pilotes américains qui servent dans l'armée française pour qu'ils transmettent leur précieuse expérience du front aux nouvelles recrues. Donc Raoul Loveberry, qui a atteint sa 16e victoire le 2 décembre 1917, il n'est pas enchanté du tout de cette perspective. Il écrit à son papa
Je n'ai pas envie de me battre avec des Bleus, je préfère rester dans l'armée française. Et son cher papa, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la lettre, il la donne à la presse américaine. Papa, il est charmant. Bref, donc il y a un démenti qui est publié, mais l'escadrille Lafayette est dissoute. Officiellement, elle est dissoute le 28 novembre 1917. Dans les faits, elle le sera au mois de janvier 1918. Et ben, le Loveberry n'a pas le choix et va intégrer l'US Air Service le 10 janvier 1918, où on va lui donner le grade de major, c'est-à-dire commandant. C'est une très grande promotion. Là, vous le voyez sur le front. Donc, il est mis 18 Huns. Il compte aussi des victoires probables. Il n'en a eu que 16. Là, vous voyez les pilotes de l'escadrille donc SPA 124. Vous voyez Raoul qui semble là perdu dans ses pensées. Vous notez toutes les médailles qui pendent sur sa poitrine, contrairement aux autres. Donc là, vous avez Whisky et vous avez Soda qui est dans les bras du pilote franco-américain qui s'appelle Didier Masson. Et là, les voilà. Et Whisky, elle est allée sur Raoul Loveberry. Et là, il s'agit de Fram, le chien du commandant Teno qui est là. Là, vous avez Tarn, celui qui a acheté les deux lionceaux. Alors, Raoul Loveberry a piloté ce SPAD. Je le dis pour ceux qui n'ont pas compris, la croix gammée n'a rien à voir avec un symbole nazi à l'époque. C'était un symbole qui était sur les tenues de certains Indiens d'Amérique. Voilà Raoul, qui est pris au mois de décembre 1917, photographié par l'as Georges Madon. En tout cas, c'est dans son album. Il pouvait sourire, quand même. Et là, le voici sur un SPAD, sans doute une de ses dernières missions au sein de l'aviation française. Là, vous le voyez, descendant de son SPAD. Voilà, un autre SPAD. Ça, historiquement, c'était avant celui qui avait la croix gammée. Donc, Raoul Loveberry, on est au mois le 10 janvier 1918. Il est envoyé le 22 janvier 1918 à l'état-major du premier groupe de combat américain qui se forme à Villeneuve-les-Vertus, qui est composé de 4 escadrilles de chasse qui sont en formation. Il va être envoyé à l'école d'aviation américaine d'Issoudun, où là, ses supérieurs l'invitent à écrire un traité sur le combat aérien, mais Raoul, c'est plutôt un manuel, hein, il n'aime pas, il préfère aller se battre. Alors, il va demander de l'aide à son camarade Town, qui est aussi intégré dans l'US Air Service, avec comme lui le rang de major. Et grâce à lui, les deux compères vont comploter. Il peut s'évader d'Issoudun pour rejoindre le 95e Aero Squadron, qui vient de s'installer au front. Alors, il n'en est pas le chef d'escadrille, mais il est de ce qu'on appelle le premier pilote, c'est-à-dire le pilote le plus expérimenté qui donne des conseils tactiques à tout le monde. Alors, il a ordre, enfin, il est pas supposé voler, il le fait quand même. Les pilotes américains, ils arrivent, on leur donne pas le meilleur appareil parce que le SPAD, notamment le SPAD 13, maintenant, il est produit et donné en priorité aux escadrilles françaises. Les Américains qui sont des bleus, débrouillez-vous. Donc le gouvernement américain, il s'est rabattu sur ce qu'il a trouvé disponible sur le marché, le Newport 28, qui est un appareil comme ça avec un moteur rotatif, qui n'était pas moins puissant que celui du SPAD et qui avait un défaut, c'est qu'en piqué dans de grandes vitesses, il avait tendance à prendre feu. Bon, les Américains doivent s'en contenter et utilisent le Newport 28. Donc Raoul va voler sur Newport 28. Et il va conseiller des pilotes et notamment instruire celui qui deviendra l'as des as de l'aviation américaine, qui s'appelle Eddie Rickenbacker. Et le 5 mars 1918, il intègre comme conseiller donc le 94e Aero Squadron, dit The Hat in the Ring, l'insigne, je crois qu'il existe encore dans l'aviation américaine. C'est un chapeau haute forme américain avec les étoiles qui passe à travers un cercle. Qui vient d'arriver d'Issoudun. C'est lui qui fait donc la première patrouille de l'unité le 28 mars 1918. Il l'amène avec comme équipé les lieutenants Douglas Campbell et ce Edward Rickenbacker qui viendra l'as des as américains de la Première Guerre mondiale. Qui lui-même d'ailleurs reconnaîtra dans ses mémoires qu'il a tout appris de ce précieux mentor. Donc si d'un côté il instruit les pilotes, de l'autre il continue à faire les vols en solitaire qu'il affectionne, il fait la chasse aux avions allemands, il revendique même 2 victoires aériennes les 12 et 27 avril 18. Tout ça c'est dans la région de Lorraine, mais ces 2 avions allemands qui revendiquent ne lui seront pas homologués. Alors voilà, vous pouvez voir Raoul
Et là, on peut voir la cocarde américaine. Je crois qu'elle est rouge, bleu, blanc. Voilà le fameux symbole, the hat in the ring. Et là, vous voyez le fuselage d'un Newport 28 du 94e Aero Squadron. Vient le 19 mai 1918. Il est sur le terrain de Toul-Croix de Metz, et là, on voit un avion de reconnaissance allemand, un Rumpler, qui vient prendre ses photos sur le terrain de Toul. Et il y a toujours un pilote américain de garde qui est en l'air, et il s'agit du First Lieutenant Oscar J. Gude. Je vais être très clair, c'est un lâche, ce pilote-là. C'est un pilote qui a la pétoche. On a l'impression que je vous parle des grands asques, des pilotes, des décorations, des victoires aériennes, que voilà quoi, tout le monde était motivé. C'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Il y avait des gens qui se portaient volontaires pour l'aviation, pour plus être dans les tranchées, qui avaient une combativité extrêmement limitée, et même ceux qui étaient volontaires pour aller dans l'aviation, quand ils arrivent au front, je vais dire c'est humain, il y en a qui ne supportent pas le stress des combats et qui font tout pour l'éviter. Ce que fait ce lieutenant Oscar Gude, il voit l'avion allemand, il se place de très loin et il le tire. Toutes ses munitions. Donc aucune ne touche, évidemment. Raoul, il voit ça, il fulmine. Il prend une moto, il se dirige dans les hangars, son appareil est indisponible, c'est pas grave, il en prend un d'un autre pilote et il décolle. Il rattrape l'avion allemand et se met à lui tirer dessus. Et là, les témoins au sol voient que son avion, Raoul Loveberry, est touché, prend feu, commence à partir en vrille. Le pilote est éjecté de l'appareil et tombe sur la barrière d'un jardin où, évidemment, il est tué sur le coup. Alors, évidemment, ça fait la une des journaux américains. New England Ace killed by Hun, ça, je ne sais plus quel est le journal, je pourrais vous en sortir plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la légende dit que il a été touché, son avion était en feu, il a préféré sauter plutôt que de périr atrocement brûlé par les flammes de l'appareil. C'est la légende, c'est mis dans tous les journaux américains que vous voyez. Les témoins, bon, c'est sans doute une histoire de propagande. On a trouvé sur les débris de l'appareil le réservoir percé, donc ce qui a expliqué le feu de l'appareil, et le pouce de Loveberry a été arraché par une balle, et les témoins ont raconté qu'il était percé de plusieurs balles. Ce qui s'est sans doute passé, c'est qu'il a été tout simplement tué par le tir. L'avion a commencé à spiraler, et lui, comme il n'était pas attaché, eh bien, le corps a été éjecté de l'appareil. Alors, il tombe sur je ne me rappelle plus le nom du village, voilà, sur la commune de Maron, c'est à l'ouest de Nancy. Raoul Loveberry va être inhumé localement avec les honneurs militaires par les troupes françaises et américaines. La une des journaux américains, ça c'est sûr, ou des pages intérieures ou la une de certains journaux français, c'est effectivement le cas. On a, peu après l'armistice, la ville de Chamalières va poser une plaque en son honneur. Dans le Connecticut, dans la ville de son père, il y aura pareil une plaque aussi. Et Raoul, en ce moment, vous pouvez lui rendre visite si vous allez voir le château de Versailles. C'est à Marne-la-Coquette, pas très loin du château. Il y a un mémorial qui a été fait pour tous les pilotes de l'escadrille Lafayette qui ont été tués, c'est-à-dire les volontaires américains dans l'aviation française. Un monument a été fait dans ce parc et ces restes ils ont été transférés le 4 juillet 1928, où il est toujours désormais. Voilà qui était Raoul Loveberry. Il a eu un très grand retentissement. Il a été présenté comme le premier pilote, le premier as de l'aviation américaine. Historiquement, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a un volontaire américain qui était dans l'aviation anglaise et qui aurait obtenu 5 victoires homologuées. Mais vu les conditions d'homologation, il n'était même pas pilote mais mitrailleur. Et vu les conditions d'homologation des victoires dans le Royal Flying Corps, bon, c'est sujet à caution. Et ben voilà, vous avez voilà qui était Raoul Loveberry et en fait une histoire française.